le prochain intervenant, François Bousquet, qui est rédacteur en chef de la revue Éléments, également écrivain. Je vous remercie de l'accueillir. Merci. Bonjour. Donc le programme, c'est gagner la guerre culturelle. Tout le monde y a été de sa définition du pouvoir. Alors permettez-moi de vous livrer la mienne, d'essayer de dégager le contenu de ce terme, le pouvoir. Je veux parler du vrai pouvoir, du pouvoir au-dessus du pouvoir. Peut-être pourrait-on l'appeler le pouvoir culturel. En tout cas, le pouvoir de parler en chair, de parler sur la montagne, pour soi et pour le monde. Orbi et orbi, pardon. Et peut-être alors ce pouvoir, ce serait la privilégiature, l'apanage de Moïse, de l'autorité morale, de l'autorité religieuse. Il y a un peu de cela dans la leçon inaugurale de Michel Foucault au Collège de France au début des années 70. Et cette leçon inaugurale, Foucault l'a intitulée « L'ordre du discours ». Et il veut dire par là, c'est la procédure par laquelle toutes les sociétés s'efforcent de produire et de contrôler les croyances collectives et les représentations du monde. Et pour Foucault, c'est ça qui fonde la souveraineté. Alors est souverain celui qui dit là est le bien, là est le beau, là est le mal. Quand bien même ce beau est laid, quand bien même ce bien est mal, quand bien même ce vrai est faux. Dit autrement, le vrai pouvoir, c'est la production de la parole autorisée. Dit autrement encore, le vrai pouvoir, c'est la maîtrise du licite et de l'illicite. Et c'est ça qui fonde la sacralité de quelque régime que ce soit, c'est-à-dire la délimitation du périmètre de l'interdit, ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on a le droit de ne pas dire. En somme, tout ça constitue un ensemble de prescriptions et de proscriptions inviolables. Et si jamais vous les violez, ces proscriptions, vous pouvez être traduit devant un tribunal. Et cela confère évidemment un pouvoir exorbitant aux personnes qui ont la garde de ce pouvoir, dont un pouvoir de police. Et c'est ça, me semble-t-il, le pouvoir en dernier ressort, le pouvoir au-dessus du pouvoir. Et il y a là quelque chose de religieux dans cette essence du pouvoir, qui n'est pas sans rappeler dans la théologie médiévale quand le spirituel commandait au temporel et au politique. Rappelez-vous quand la couronne impériale, donc héritière de l'imperium romanum, devait se soumettre à genoux dans la neige à Canossa devant le vicaire du Christ. Alors vous m'objecterez que les temps ont changé, que ce pouvoir n'est pas rigoureusement spirituel, encore qu'il s'agisse d'un pouvoir de l'esprit. Je vous l'accorde, c'est un sous-produit de religieux, mais ce terme spirituel entraîne trop d'équivoques. Alors parlons plutôt de pouvoir symbolique ou de pouvoir culturel. Et ce pouvoir culturel commande secrètement tous les autres pouvoirs. Ça veut dire que c'est votre système de valeurs qui constitue le cadre de référence collectif. Et c'est ce que les Américains appellent, dans leur pragmatisme, la fenêtre d'Overton, du nom de son inventeur, Joseph Overton. C'est quoi cette fenêtre d'Overton que vous allez voir apparaître ? Eh bien, imaginez que vous êtes dans une pièce, et dans cette pièce, il y a une seule ouverture, et cette ouverture, c'est une fenêtre. Eh bien, cette fenêtre, qui est au centre, là, cette fenêtre, c'est l'éventail des opinions, des croyances et des idées qui sont socialement acceptables. Tout le reste, c'est-à-dire l'ensemble des opinions, des idées et des croyances qui sont socialement inacceptables, sont rejetées hors du champ de la fenêtre. Mais cette fenêtre a une particularité, elle est montée sur rail. Normalement, elle est à l'horizontale, elle est sur rail, et donc, autrement dit, elle est coulissante, cette fenêtre. Ce qui veut dire que le socialement acceptable et le socialement inacceptable fluctuent avec le temps. Ce qui veut dire qu'une idée qui hier était révoltante peut demain, ou dès aujourd'hui, devenir consensuelle, moyennant un travail de persuasion psychologique. Prenons un exemple, et un exemple qui est prodigieusement suggestif, et que j'emprunte à un blogueur russe qui est particulièrement inspiré. Au passage, j'en profite pour remercier les promotions Iliade, à qui cette intervention est redevable, en particulier la fenêtre d'Overton. Et l'exemple que prend le blogueur russe, c'est le cannibalisme. Comment rendre le cannibalisme socialement acceptable ? Eh bien, c'est assez simple, c'est beaucoup moins compliqué que vous ne pourriez l'imaginer. Et c'est pour vous montrer à quel point cette fenêtre est suggestive. Eh bien, comment rendre le cannibalisme socialement acceptable ? Eh bien, vous organisez un colloque international avec des ethnologues de renom dans un cadre prestigieux. Et au menu du jour, pour ainsi dire, vous parlez du cannibalisme en Papouasie, Nouvelle-Guinée ou ailleurs. Vous veillez ensuite à faire publier les actes du colloque au sein d'universités prestigieuses.
Et là, vous avez d'une pierre réussi deux choses. Une pierre fait deux coups, pardon. Non seulement vous avez une caution savante au cannibalisme, donc les professeurs, la caution académique, hein, mais également vous avez invité le relativisme dans les débats. C'est-à-dire que l'interdit majeur de manger, d'ingérer, de consommer de la viande humaine, donc que vous pensiez être un invariant anthropologique, n'en est pas un. Ça, c'est la première étape pour rendre le cannibalisme socialement acceptable. La seconde étape, il faut le désenclaver des cercles académiques un peu poussiéreux. Et pour ça, rien de tel que de mettre à la main sur un collectif de consommateurs de viande humaine. Ça veut dire que vous avez vos activistes. Et une fois que vous avez vos activistes, ce sont des fous furieux, je vous le concède, mais une fois que vous avez ces activistes, ça veut dire que la controverse est susceptible de devenir un débat public. Et quand on parle de controverse, vous devez avoir, évidemment, il faut être deux pour une controverse. Donc il vous revient d'opposer à ce collectif un faire-valoir, c'est-à-dire les gens qui s'opposent au cannibalisme, et vous faire en sorte que ces opposants au cannibalisme soient les plus caricaturales possibles. Et ils pourront constituer un pendant à l'extrémisme des pro-cannibales. Mais vous avez donc votre épouvantail. Deuxième condition. Et les conditions sont réunies là pour que le cannibalisme devienne un sujet médiatique. La presse s'empare du sujet, Le Point publie hors série, Philosophie Magazine, un numéro spécial. André Comte-Sponville publie une tribune sur l'éthique du cannibalisme à la lumière des cannibales chez Montaigne. Et Aymeric Caron, dans un numéro de Libération, s'interroge gravement et solennellement sur la compatibilité entre le cannibalisme antiraciste et le végétarisme antispéciste. Vous avez vos... Ouais. Vous avez vos intellectuels organiques. Le moment est venu de procéder à un travail d'euphémisation lexicale. Vous parvenez à imposer l'idée que le référent cannibale est stigmatisant et dépréciatif, et qu'il convient de le remplacer par un mot plus neutre, par un terme moins connoté, l'anthropophagie pour ne pas la citer. Des audacieux commencent à avancer le concept avant-gardiste d'anthropophilie, l'amour de la viande humaine. Et pendant ce temps, la fenêtre d'Overton continue de coulisser de la droite vers la gauche, au fur et à mesure, au gré que le processus de décriminalisation du cannibalisme s'enclenche. À ce moment-là, il est opportun de ressortir votre épouvantail, les anti-cannibales. Et les anti-cannibales, c'est un groupe repoussoir. Ils éprouvent le navrant et irrépressible besoin de tendre le bras. Ils ont le crâne rasé. Bref, ce sont les fachos de service, les inusables fachos de service. La fenêtre continue de glisser. À ce stade, la télévision s'invite dans la partie, avec une avalanche de reportages, de tendancieux, de débats tronqués. Envoyé spécial ou Capital publie, consacre un grand reportage à la vogue des régimes amincissants à base de protéines humaines à New York. Des scénaristes de télévision en mal d'inspiration glissent dans leur quota diversité entre un commissaire handicapé, un prêtre pédophile et un unijambiste noir multidiscriminé, un transsexuel anthropophage. Et ça tombe bien, puisque une sorte de Conchita Wurst, sensible au cannibalisme, vient remporter le concours de l'Eurovision. Là, c'est banco. Les people s'invitent dans la partie et vous apprenez stupéfait que le Dalai Lama et Georges Clooney sont anthropophiles. Paraît-il, Léonard de Vinci lui-même et du reste, il y a une corrélation, elle est établie et scientifique, entre les cas de cannibalisme et les niveaux élevés de quotient intellectuel. Enfin bref, à travers un exemple absurde, j'ai essayé de vous montrer, je me répète, j'emprunte l'exemple à un blogueur russe particulièrement inspiré, comment on fait glisser cette fenêtre d'Overton. C'est-à-dire qu'à la fin, le cannibalisme est au cœur de la fenêtre. Il est devenu sexy, pop et tendance. Le législateur s'apprête à le dépénaliser et concomitamment à pénaliser, à pénaliser les anti-cannibales. Donc le trait est forcé, mais c'est en gros la façon dont fonctionne cette fenêtre. Et c'est elle qui fixe le cadre de référence commun, le champ des représentations collectives communément admises. Si c'est vous qui déterminez ce cadre, alors on peut dire que votre vision du monde est prédominante. Si ça n'est pas vous qui le fixez, alors vous êtes dominé. Alors, pour parler de nous-mêmes, nous sommes idéologiquement dominés puisque nous avons été rejetés hors du cadre de la fenêtre. Et la preuve en est, c'est que les trois moyens dont le système use pour nous qualifier, ou plutôt nous disqualifier, sont l'invisibilisation, c'est-à-dire qu'on nous rend invisibles, nous sommes des fantômes sociaux, nous sommes des fantômes politiques néantifiables à souhait,
Le deuxième moyen auquel le système recourt est l'infériorisation, c'est-à-dire que nous sommes en gros des abrutis socialement frustrés et sous-scolarisés. C'est la manière dont on dépeint, j'exagère à peine, l'électeur moyen de Marine Le Pen, l'électeur moyen de Donald Trump, sans parler de Trump lui-même. Et le troisième point, c'est la diabolisation, et là c'est inutile, ce n'est pas la peine que je vous fasse un dessin. C'est la raison pour laquelle le combat culturel revêt une telle importance pour nous. Alors ici, il faut s'arrêter un instant sur la figure d'Antonio Gramsci, qui en a été le grand théoricien dans les années 30, qui a été le grand théoricien de ce sport de combat qui est la guerre culturelle. Alors j'entends d'ici les critiques des anciens de la Nouvelle Droite, dont je suis. C'est bon, très bien, il est bien gentil, votre italien paléo-marxiste, mais depuis le temps qu'on nous en parle, c'est un peu l'Arlésienne. Et en plus, aujourd'hui, tout le monde, il n'y a pas un parti politique qui ne cite pas Gramsci et la notion de combat culturel. Je vous le concède. Pour autant, ça ne fait pas de Gramsci un lieu commun. Gramsci, c'est beaucoup plus que ce à quoi on le réduit. Surtout pour nous. Pour nous, Gramsci, c'est une fabuleuse ressource intellectuelle. On doit se servir de Gramsci comme la gauche se sert de Carl Schmitt. Autrement dit, c'est un accélérateur d'intelligence. Carl Schmitt nous aide à penser, nous fournit des concepts pour penser notre propre condition historique. Et en plus, en outre, on peut considérer Gramsci comme une prise de guerre, suivant en cela le principe de la guérilla, je dis bien de la guérilla culturelle, que je voudrais développer devant vous. Le premier à avoir dérobé à la gauche Gramsci, cette pensée-là, c'est Alain de Benoît, il y a une quarantaine d'années de cela, à la fin des années 70, quand il a posé les jalons d'un gramscisme de droite, ce qu'on appelle d'un mot un peu intimidant, la métapolitique, ou comment créer une majorité idéologique, une majorité culturelle, pour le moment venu, la transformer en majorité politique. Alors il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce que de Benoît a dit. C'est limpide à 40 ans de distance, mais il y a un problème, et Alain de Benoît en a eu conscience assez tôt, c'est la mise en œuvre pratique de ce concept d'hégémonie culturelle. Quelle modalité pratique pour quel résultat effectif? C'est toute la question, car vous admettrez qu'à 40 ans de distance, le bilan du combat culturel est pour le moins contrasté. Les raisons à cela ne manquent pas. On n'a pas le temps ici de s'y attarder, mais disons, sans céder à un excès de sévérité qu'on a longtemps traité par-dessus la jambe, cette question du combat culturel. Et ça fait seulement depuis une douzaine d'années qu'on en a fait un objectif, pour le coup réel, avec des réussites nombreuses et incontestables. Mais 12 ans, c'est très court, puisque le combat culturel présuppose, nous plonge dans la longue durée, en particulier la longue durée des cycles idéologiques. Au fond, c'est comme s'il nous fallait ouvrir un nouveau chapitre de la guerre de 100 ans. Or, nous ne disposons pas d'autant de temps pour décoloniser l'Europe. On dispose tout au plus d'une génération, soit 25 ans. Et on ne peut pas non plus écarter une objection de fond à cette notion, à la primauté, du combat culturel. Et en quoi consiste cette objection? C'est la question suivante. Les idées mènent-elles le monde? Si les idées menaient le monde, on vivrait dans une république assez austère et assez ennuyeuse, la république des philosophes, qui trouverait grâce qu'aux yeux de Platon et de quelques autres philosophes. Vous admettrez que ça n'est pas le cas. Ça ne remet pas en cause la notion de combat culturel. Mais disons, postulons que le combat culturel est une condition nécessaire à la prise et à la conservation du pouvoir, nécessaire mais non suffisante. Pourquoi? Parce que la guerre culturelle présuppose la doctrine du citoyen omnipotent, pour reprendre une formule de l'américain Walter Lippmann, qui est l'anti-Gramsci, lui, puisque c'est le théoricien des minorités intelligentes. Et de fait, ce citoyen omnipotent, omniscient, tout-puissant, multi-connaissant, est un vœu pieux. À la place, notre monde est plutôt dominé par ce qu'on appelle la loi des reins de l'oligarchie, qui est une loi qui veut que dans quelque régime que ce soit, autocratie ou démocratie, à la fin, c'est toujours une minorité qui gouverne. Alors, ces réserves, nonobstant ces réserves d'usage à l'égard de la théorie de la guerre culturelle, son tableau de chasse est impressionnant. Gramsci avait en tête, quand il écrivait ses cahiers de prison, il avait en tête le précédent de l'Église. Même si l'Église n'aspirait pas à la domination politique. Mais enfin, c'est l'exemple illimitable pour lui, puisque l'Église est devenue hégémoniquement dominante à la fin du monde antique. Au début du IVe siècle, quand Constantin en fait la religion de l'Empire, elle est de fait, les chrétiens ont déjà au préalable conquis les cœurs et les esprits. Grâce à leur exemplarité, grâce à la ferveur de leurs disciples, grâce à leur rigueur disciplinaire, grâce à leurs martyrs. Donc les chrétiens avaient créé les conditions de l'hégémonie idéologique, de l'hégémonie culturelle. Voilà en gros en quoi consiste le gramscisme de Gramsci.
Mais c'est à nous identitaires, d'inventer le cadre stratégique que nous voulons lui donner. C'est-à-dire que nous devons développer notre propre art de la guerre culturelle, pour reprendre le titre de ce joyau de la littérature militaire, l'art de la guerre de Sun Tzu, qui est un maître inimitable dans l'art de la subversion. Et au temps des royaumes combattants, au 5e, 4e siècle avant notre ère, Sun Tzu pressent ce qui va devenir beaucoup plus tard ce qu'on va appeler les conflits asymétriques. Or, nous sommes confrontés à une guerre asymétrique. Le propre des guerres asymétriques, ce sont des guerres du faible au fort, du dominé au dominant. Et pourquoi devons-nous choisir ce terrain de l'asymétrie? Parce que ce terrain-là nous a choisis. Parce que nous ne sommes pas en mesure de mener contre notre adversaire une guerre dite conventionnelle, une guerre d'égal à égal. Nos moyens sont dérisoires en termes de puissance d'argent, en termes de feu. Si jamais nous nous aventurions à mener contre cet adversaire une guerre frontale, d'égal à égal, nous serions vitrifiés. Donc tout sauf l'affrontement direct. Et la méthode stratégique à laquelle nous devons recourir, c'est donc l'asymétrie. Et l'asymétrie, il y a un précédent célèbre, c'est David et Goliath. Les Américains, qui ont la passion des chiffres, des tableaux et des graphiques, se sont amusés à recenser toutes les grandes batailles dissymétriques de l'histoire. Et le résultat est étonnant à travers les âges. Le résultat, c'est que David perd 2 fois sur 3 quand il adopte la stratégie de Goliath, c'est-à-dire une stratégie non asymétrique, c'est-à-dire une stratégie conventionnelle. Alors que David gagne 2 fois sur 3 quand il rejette la stratégie de Goliath, c'est-à-dire quand il adopte une stratégie asymétrique. Cette stratégie-là, en fait, c'est le secret de la victoire du petit contre le gros, parce qu'elle permet au petit de déstabiliser le gros en le coupant de son univers de référence. Cet univers-là est un univers conventionnel, et c'est le seul moyen de corriger le déséquilibre des forces. Alors malheureusement, ces études à cette guerre asymétrique sont très peu renseignées, puisque les études stratégiques les ont longtemps et royalement négligées, au prétexte que ce sont des formes non nobles de combat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de combat singulier, il n'y a pas de face à face, d'armée à armée, de soldat à soldat. Pour autant, on mène des guerres asymétriques depuis la nuit des temps. Et il y a un ouvrage remarquable qui s'appelle « La ruse et la force », une autre histoire de la stratégie de Jean-Vincent Olindre, qui recense, qui référence tous les conflits stratégiques et qui montre que tous les conflits asymétriques et qui montre que l'asymétrie appartient à la longue tradition stratégique européenne. C'est l'antique opposition du lion et du renard. Alors la plupart du temps, du moins dans la culture classique, le lion a été magnifié, c'est-à-dire la force, au détriment bien sûr de la ruse. Mais il en allait différemment dans la Grèce ancienne, dans la Grèce archaïque, la Grèce d'Homère, celle qui nous réunit aujourd'hui. Rappelez-vous, Homère a pris soin d'assortir le grand poème de la force, l'Iliade, d'un grand poème de la ruse, l'Odyssée. L'Odyssée, comme le rappelait Jean-François Gautier, avec la ruse du cheval, la ruse d'Ulysse avec le cyclope Polyphème. C'est ce que les Grecs anciens appelaient la métis, c'est-à-dire les stratagèmes de la ruse. Mais à partir de Platon, la philosophie va condamner la ruse. La ruse ne sera plus l'affaire que des rhéteurs, des sophistes et des orientaux. Et je ne vous cache pas que je suis comme vous, je suis comme Platon au fond. Je préfère de loin le lion au renard et j'ai même du mal à me projeter dans la peau du renard ou d'un renard. Mais nous devons être stratégiquement des renards, sans quoi on restera les spectateurs passifs de notre défaite idéologique. J'admets volontiers qu'il nous faudrait conquérir un média central ou parvenir à en imposer un, qu'il nous faudrait conquérir des places fortes ou des citadelles universitaires, des groupes de presse, des groupes éditoriaux, mais nous n'en sommes pas là. J'aimerais énormément que Jean-Yves Le Gallou soit à la tête de France Télévisions à la place de Delphine Ernotte, et j'aimerais énormément... Et de même, je voudrais que Alain Benoît ait une chaire au Collège de France à la place de Patrick Boucheron, mais convenons-en, ça n'est pas le cas. Disant cela, ça ne va pas nous empêcher, dès qu'il y a une brèche dans un média central, de s'y engouffrer. Mais moi, pour ce qui me concerne, je reste gramscien sur ce point. Nous devons travailler à créer une contre-société, une contre-culture, une société parallèle, privilégier tout le temps les stratégies de contournement, de sabotage, qui sont le propre de la guerre asymétrique. Rappelez-vous, les idées des Lumières se sont diffusées via les gazettes et les salons, les idées de la Révolution via les clubs et les sociétés de pensée étudiées par Augustin Cochin. Dès qu'il y a un changement de paradigme idéologique, apparaît un nouveau médium, apparaît un nouveau support. Et pour nous, d'ores et déjà, c'est les réseaux sociaux, avec des réussites mondiales. Et je pense à l'armée des trolls de Trump. C'est pas l'armée des trolls de Trump qui a fait l'élection de Trump. Il ne faut pas renverser les rôles. C'est l'Amérique périphérique. Pour autant, elle y a contribué en saturant les réseaux sociaux. Et ce type d'affrontement asymétrique a un nom. Et ce nom, c'est la guérilla.
Voilà vraiment notre théâtre d'opération. Notre théâtre d'opération, c'est la guérilla. Nous devons être des guérilleros intellectuels, des partisans intellectuels. La formule n'est pas de moi, elle est de Carl Schmitt, qui aura été le grand théoricien et le grand chantre de la théorie du partisan. Et quelles sont les caractéristiques de ce partisan? Eh bien, c'est la mobilité, c'est le harcèlement, c'est la furtivité, c'est la guerre d'usure, c'est la subversion, c'est l'inventivité, c'est surtout l'inventivité. Nous devons nous distinguer par notre capacité à inventer et à diffuser une contre-culture, à nous constituer en avant-garde, sans négliger aucun champ de la culture. Ça, c'est l'autre leçon de Gramsci. Gramsci s'est passionné pour le folklore, pour la culture populaire, pour le roman feuilleton, pour les fiancés de Manzoni, quoi. C'est-à-dire que rien, l'hégémonie passe par tous ces canaux, rien ne doit échapper à notre curiosité. Et aujourd'hui, ces médias populaires, c'est la bande dessinée, c'est les réseaux sociaux, c'est la vidéo. Autant de champs culturels qu'il nous faut investir. Le but, c'est diffuser partout, et par tous les moyens, notre système de valeurs et de références. En vérité, la symétrie est un conflit pour la légitimité, puisqu'on ne reconnaît pas les lois tacites de l'adversaire. Non seulement on veut renverser l'équilibre des forces, mais on veut surtout, et plus encore, renverser l'équilibre des normes. Ce qu'on veut, c'est subvertir les normes dominantes. Ce que les Américains appellent le culture jamming, littéralement le brouillage culturel, littéralement le sabotage, j'y reviens, le sabotage culturel ou le détournement culturel. Autrement dit, subvertir les médias centraux en recourant à leurs codes, en recourant à leurs techniques, mais pour les retourner contre eux. Et on retombe toujours sur les mêmes mots puisque les Américains parlent de guérilla sémiotique. Un exemple, F de souche. Un exemple, les bobards. Un exemple, ce que nous efforçons de faire à Éléments depuis 5 à 10 ans. Et il nous faudrait tout cela puissance 10, puissance 50. L'asymétrie, c'est surtout la grande leçon que nous a administrée notre adversaire. Et je veux parler des minorités qui sont aujourd'hui dominantes dans le champ des représentations. Comment les minorités ont procédé en 40-50 ans pour prendre le pouvoir? Eh bien, elles ont multiplié les luttes transversales à partir des années 1960-1970. Elles ont donc mené une véritable guerre asymétrique, du faible au fort, ou pour ce qui les concerne, du minoritaire au majoritaire. Et on parlait dans ces années-là, 60-70, des nouveaux mouvements sociaux, les NMS, qui rompaient avec le militantisme traditionnel, celui des syndicats, des églises, des partis, où le référent minoritaire n'avait pas droit de citer. Et ce sont les travaux de Foucault, de la French Theory, qui vont nourrir cet activisme sociétal. Et remarquez que ça a débouché sur une dynamique formidable, parce que tous les mouvements sociétaux, féministes, homosexuels, écologistes, antiracistes, je pense aussi au mouvement des sans papier, sans logement, procède de ce nouveau champ d'activisme sociétal. Si je cite ces noms, ce n'est pas pour que vous sursautiez, c'est au contraire pour qu'on s'en inspire. Quoique minoritaires, ces mouvements, ces associations, ces lobbies sont devenus majoritaires dans le champ des représentations. Pourquoi? Parce que dans une configuration asymétrique, ça n'est pas le nombre qui fait la différence, c'est la mobilité, c'est l'inventivité. Vous connaissez la réplique de Staline, le Vatican, combien de divisions? Cette réplique-là n'a plus lieu d'être dans une configuration asymétrique. Au lieu de dire combien de divisions, il nous faut dire combien de commandos. Combien de commandos pouvons-nous déployer demain pour subvertir la culture dominante? Un dernier mot, le combat culturel, c'est la stratégie de la vieille taupe. Alors vous allez dire que c'est un joli bestiaire, Monsieur Bousquet, après le renard, la vieille taupe. Mais cette vieille taupe, dont Marx a repris l'image à Hegel, qui lui-même l'a empruntée à Shakespeare, est très riche. Marx disait la révolution, nous disons le combat culturel, c'est comme une vieille taupe. Elle travaille d'abord silencieusement, elle travaille d'abord souterrainement, dans l'ombre et l'obscurité, avant de triompher. Et c'est tout le paradoxe de cette guérilla culturelle, c'est que nous devons nous faire renard, vieille taupe, pour renouer avec la grandeur française et le génie européen, et réciproquement. Merci de votre attention. Merci François.